Europe Matin, première édition présentée par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Un enseignant devant chaque classe en septembre. C'était la promesse du ministre de l'Éducation nationale avant les vacances. Mais à une semaine de la rentrée, 4000 postes sont encore à pourvoir. À Créteil par exemple, malgré le recrutement de 1000 contractuels, la situation est on ne peut plus tendue. C'est d'ailleurs dans cette académie que se rend Pape Ndiaye ce matin. Arthur Delaborde, 4 mois après sa nomination, cette rentrée, c'est vraiment le test pour le ministre. Oui, très prudent depuis sa nomination, Pape Ndiaye va devoir s'affirmer et prendre rapidement des décisions fortes, pénurie de profs, mixité sociale dans les établissements ou encore réforme du lycée professionnel. Les sujets brûlants ne manquent pas en cette rentrée pour cet intellectuel novice en politique, arrivé rue de Grenelle en mai dernier avec la double étiquette d'anti-Blanquer et d'homme de gauche. Il incarnait alors une promesse de rupture pour donner des gages à des enseignants souvent très remontés contre les décisions d'Emmanuel Macron en matière d'éducation. 3 mois après, Pape Ndiaye apparaît toujours comme pris en tenaille entre d'un côté la ligne laïque universaliste portée par son prédécesseur Jean-Michel Blanquer et la ligne multiculturaliste défendue par une partie de la gauche et en particulier la NUPES. Comment concilier ces deux visions aussi opposées? Pour le moment, le ministre de l'Éducation a livré peu d'éléments de réponse, optant surtout pour la discrétion. Souvent muet lors de ses déplacements, il s'est montré jusqu'ici consensuel lors de ses rares prises de parole. Mais chacun sait qu'en politique et à un poste aussi exposé, la méthode consistant à souffler le chaud et le froid ne peut durer qu'un temps. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et pour les parents, l'inquiétude de cette rentrée, c'est aussi les tarifs des cantines. Oui, avec la hausse générale des prix, les services de restauration scolaire coûteront mécaniquement plus cher. Comment maintenir la qualité des menus quand c'est plus cher? Et surtout, qui paiera l'addition pour épargner le budget des familles? Plusieurs communes ont décidé d'absorber le surcoût. Un beau geste, Geoffrey Branger, mais qui va peser lourd sur les finances municipales. Oui, à Saint-Dié-des-Vosges, par exemple, pas d'augmentation des tarifs. C'est la mairie qui va prendre à sa charge les surcoûts. Le maire, Bruno Toussaint, reconnaît qu'il faudra faire des économies ailleurs. Une de nos pistes principales, ce sera un effort au niveau de la ville, au niveau du chauffage, en baissant d'1 degré au début ou en gagnant quelques jours de chauffe, de manière à économiser davantage, de manière à ce que les enfants puissent avoir un bon repas chaud par jour à un prix tout à fait correct. Un effort nécessaire pour certaines familles qui n'ont pas de gros moyens. J'ai également eu depuis cette annonce un parent au téléphone qui m'a clairement annoncé que si la ville ne faisait pas les efforts, il ne serait plus en mesure de mettre ses enfants à la cantine. Du côté d'Avignon, la mairie va même encore plus loin. Les tarifs de cantine vont baisser en cette rentrée pour aider les parents à regagner un peu de pouvoir d'achat. Un cas à part, selon l'Association des maires de France, la moitié des communes vont être obligées de répercuter cette hausse du prix des repas scolaires sur les familles. Geoffrey Branger. Alors l'inflation, le pouvoir d'achat des Français, ce sera sans doute au menu du Conseil des ministres de rentrée demain et probablement aussi du dîner entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ce soir. Le chef de l'État et sa première ministre qui pourrait aussi évoquer une autre menace économique qui pèse sur nous, la chute de l'euro. La monnaie unique est à 0,993 $. C'est son plus bas niveau depuis 2002, la preuve que le spectre de la récession plane sur la zone euro. Les explications de l'économiste et directeur du Cercle de l'épargne, Philippe Crevel, avec Margot Faudéré. Les deux grands points qui contribuent à la baisse de l'euro par rapport au dollar, c'est 1. Les perspectives de croissance, avec un ralentissement attendu au niveau de la zone euro et en particulier de l'Allemagne qui est fortement touchée par le risque de pénurie du gaz et l'augmentation du prix du gaz. Et puis l'autre aspect, c'est que la Banque centrale américaine a un programme de hausse de ses taux directeurs avec une nouvelle hausse qui devrait intervenir au mois de septembre, ce qui accentue les transferts sur le dollar, qui d'autre part joue son rôle de valeur refuge classique dans des périodes un petit peu compliquées sur un point de vue économique et géopolitique. Le fait que l'euro passe en dessous de la parité, ça signifie donc que les importations vont coûter plus cher et donc en termes de pouvoir d'achat pour les ménages, c'est évidemment quelque chose de négatif. Deuxième aspect, c'est moins de facilité pour les Européens d'investir donc hors de la zone euro. Le prix du gaz, Philippe Crevel en parlait à l'instant, frôlait hier les 300 € le mégawattheure. C'est 15 fois plus que la moyenne des 10 dernières années. En cause, les craintes de pénurie. Le gazoduc Nord Stream 1 doit fermer pour maintenance du 31 août au 2 septembre prochain. La grande question pour le marché gazier, c'est de savoir si le géant russe Gazprom reprendra véritablement ses livraisons après cette période.
Dans ce contexte, 9000 soldats ukrainiens ont été tués depuis le début de la guerre, il y a bientôt 6 mois. C'est Kiev qui l'a annoncé hier. Oui, mi-avril, Volodymyr Zelensky faisait état de 3000 morts dans ses rangs. Face à ce conflit meurtrier qui dure, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a suggéré hier d'organiser une mission d'entraînement de l'armée ukrainienne. 6h06 sur Europe 1. L'étranger, toujours aux États-Unis, cette condamnation record pour le constructeur automobile Ford. 1,7 milliard de dollars pour avoir caché un défaut de fabrication sur ses véhicules. Défaut qui a coûté la vie à un couple d'automobilistes en 2014. La correspondance de Nicolas Pinault. Oui, cette amende astronomique a fait chuter de 5% hier le cours de l'action de Ford à Wall Street. Le tribunal de l'État de Géorgie estime que le constructeur automobile ne pouvait pas ignorer le défaut de conception sur son véhicule. En cause, la fragilité du toit de son pick-up, le F250, produit entre 1999 et 2016, et qui ne résisterait pas au choc en cas d'accident. C'est ce qui aurait entraîné la mort d'un couple d'agriculteurs en 2014, écrasés par l'habitacle du véhicule après plusieurs tonneaux sur l'autoroute. Preuve que Ford était au courant du problème, selon les avocats des plaignants. Des modifications importantes sur le toit des F250 ont été opérées par Ford dès 2017. La justice a donc donné raison aux enfants des deux victimes en punissant le géant automobile. Une amende d'1,7 milliard de dollars. 75% iront dans les caisses de l'État de Géorgie. Ça fait quand même plus de 400 millions de dollars pour les plaignants. Ford assure de son côté que ces voitures sont sûres et va faire appel de cette décision. Nicolas Pinault, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. On en parlait hier, ces cyclistes piqués par une cinquantaine de fois par des frelons dimanche près de Roanne, eh bien, ils sont désormais hors de danger. Oui, mais leur mésaventure appelle à la prudence, d'autant que la France connaît une invasion de frelons asiatiques. Plusieurs dizaines de milliers de nids recensés. Et il n'y a pas que pour l'homme que cet insecte est une menace. Sa récente présence est aussi néfaste pour la biodiversité. Éric Darouzet est enseignant-chercheur et spécialiste des insectes sociables à l'université de Tours. Le frelon, si vous voulez, c'est un prédateur, c'est-à-dire que les ouvrières d'une colonie vont chasser de nombreux insectes pour nourrir les larves qui sont en développement dans leur colonie. Ça peut sembler anodin quand on dit ça, mais après, tout dépend de la quantité d'insectes qu'ils vont chasser. Si je vous donne un exemple, il y a une petite étude de mes collègues qui ont essayé d'estimer l'impact écologique d'une colonie de frelons. Alors, sur une colonie de frelons asiatiques sur l'année, ils ont calculé qu'elle pouvait prélever 11 kilos d'insectes. Alors, c'est juste une estimation. Je pense qu'on est en dessous de la réalité. J'ai fait un calcul après avec le département de la Manche sur ces dernières années. Ils ont un nombre, je dirais, estimé de colonies présentes sur le territoire qui est relativement sérieux. Si on prend un chiffre moyen de 5000 colonies sur ce simple département, ça représente plus de 60 tonnes d'insectes capturés et détruits. Donc effectivement, oui, ça a vraiment un impact sur la biodiversité globale. Éric Darouzet au micro européen de Chloé Lagadou. 6h09, on vous emmène ce matin sur les routes d'un territoire miraculé. Souvenez-vous, il y a 2 ans, la vallée de la Roya, dans l'arrière-pays niçois, a été ravagée par des pluies cévenoles. Oui, là-bas, tout le monde se souvient de cet automne 2020, paysage de désolation. On n'avait pas vu tant d'infrastructures détruites depuis la Seconde Guerre mondiale. Brique par brique, il a fallu reconstruire. Et avec l'aide des touristes qui reviennent, la vallée semble reprendre vie cette année. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Frédéric Michel. Imaginez la détresse de ce que les gens ont pu supporter pendant tous ces mois. Puis en plus, on essaye de faire fonctionner l'économie. Ça ne peut être qu'un plus pour les gens qui habitent ici. Comme cette habitante de l'île, les touristes sont revenus nombreux cet été dans la vallée de la Roya, empruntant le train des merveilles ou la route, rendue à nouveau praticable après des mois de travaux. Maintenant, on circule mais très bien. Vous descendez sur Nice en 1h30, vous y êtes. Carole Tozello de l'Office de tourisme de Tende. Plus de visiteurs, plus de moyens d'accès, c'était de la survie. Maintenant, tout a réouvert, dont l'officine de pharmacie et 2 autres commerces d'alimentation. On a une céramiste qui a quitté les Yvelines pour venir s'installer. Amoureux de la vallée, 2 jeunes frères et leurs compagnes ont décidé de s'installer à l'année, d'ouvrir une épicerie. Nous, on est remontés en vacances 1 an après la catastrophe et vraiment, ça nous a choqués de voir qu'il n'y avait plus aucune activité, plus rien. Donc nous, oui, on a décidé d'ouvrir quelque chose et puis pour le bien de tout le monde. Christophe est un enfant du pays, il tient un bar à Tende et vient d'investir dans un nouveau commerce. J'ai ouvert un snack
qui est dans le vieux village, qui fait glacier, crêpes, pour faire revivre un peu notre village. Reste un point noir, l'accès est toujours difficile avec l'Italie voisine. Pourtant, cette liaison est essentielle pour la vallée. Dans la Roya, Frédéric Michel, Europe 1. Allons plus à l'ouest maintenant, direction Martigues au camping Le Mât, où Europe 1 a planté sa tente toute la semaine pour votre série de l'été. Et aujourd'hui, Nina Pavant nous emmène à la rencontre de ceux qui commencent leurs vacances. Oui, il y en a. C'est le cas de Véronique. Il y en a de la chance. Tout droit venu du Pas-de-Calais pour quelques jours en Provence dans son mobil-home favori. Aujourd'hui, c'est le jour des arrivées. Je viens de voir passer la voiture rouge de Véronique. Je vais la rejoindre sur l'emplacement 82. C'est un petit mobil-home pour 3 personnes, un peu caché. Et depuis quelques années, elle prend toujours celui-là. Alors, vous venez de vous garer, vous arrivez tout droit du Pas-de-Calais. En fait, le train et la voiture de location nous revient moins cher que le transport en voiture. Ça vous fait économiser combien si vous avez fait les comparaisons? De 100 à 300 euros quand même. Ouais, selon les moments où on vient, début de saison, fin de saison. Ouais. Justement, vous venez aussi fin août pour éviter la grosse chaleur du milieu? Non. Juillet, août, les enfants qui couinent partout. J'ai eu des enfants, je sais que pendant midi on remonte pour les faire manger. Après il y a la sieste. Il y a la sieste. Quand ils descendent, moi je remonte. Tout est calculé, c'est orchestré même. C'est orchestré, et puis on s'organise. Bah, puis là, regardez si on n'est pas bien. 1100 km pour ça quand même. Et repos. Pourtant je suis en retraite, donc j'ai le repos toute l'année. Mais ici c'est autre chose. Une fois que vous avez tout déballé, c'est quoi votre programme du premier jour de vacances dans le premier jour? Je vais faire le tour des gens que je connais. D'abord on dit bonjour à tout le monde. Bah oui, puis après on va à la piscine. C'est votre premier plaisir aussi une fois que vous avez repris vos marques, c'est aller à la piscine du camping? Notre piscine, puis comme c'est le jour de chasse et croisée aujourd'hui, il y a un peu moins de monde, donc on va pouvoir nager tranquille. Faut venir. Vous êtes d'ici? Oui, je suis de Marseille. Il faut venir. Eh bah oui, on donne rendez-vous à tous nos auditeurs pour venir découvrir le camping. Bon bah voilà, le rendez-vous est pris. On va piquer une tête, Lionel, après la matinale. Oui, j'allais dire, pas tout de suite. Merci, c'était le journal de Fanny Marceau. À tout à l'heure. À tout à l'heure.